Hello, bienvenue dans Sacré Accouchement. Moi c'est Céline et je suis tellement contente de vous accueillir ici, dans ce podcast où on va avoir des discussions intimes, chaleureuses et parfois un peu renversantes autour de l'accouchement. Ensemble, on va écouter des femmes, des hommes, des parents, mais aussi des experts qui viendront nous raconter leurs histoires, leurs surprises, leurs conseils, bref, tout ce qui fait d'un accouchement un moment inoubliable et unique. Bah oui, je le dis souvent, mais avoir un bébé dans son ventre, puis dans ses bras, c'est quand même assez magique. Entre sacrée histoire d'accouchement et accouchement sacré, il est pas mal mon jeu de mots, hein. Ici, on célèbre toutes les naissances. Les éclatantes, les silencieuses, les planifiées, les imprévues, les douloureuses, les tendres, les un peu chaotiques, bref, la vraie vie. Moi, j'adore recevoir. Alors imaginez que nous sommes dans mon salon, que je vous prépare un thé et qu'on écoute ensemble des invités qui se livrent sincèrement sur un des plus grands moments de leur vie, dont vous aurez la chance d'être l'intime témoin. Je suis convaincue que les femmes sont puissantes, que de donner la vie nous transforme et qu'il est essentiel de faire entendre leur voix, mais aussi celle des papas et celle des coparents. Ces témoignages, je les reçois comme des trésors et je vous les transmets avec tout mon cœur, en espérant qu'ils résonnent en vous, futurs parents, parents déjà bien lancés, ou même pas parents du tout. Bienvenue dans Sacré Accouchement et surtout, très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Charlène et je n'appréhendais pas du tout notre échange, mais je savais ô combien il serait bouleversant, émouvant et fort. Vous entendrez d'ailleurs nos émotions, sa force et surtout son courage. Charlène, elle vient nous raconter les déconvenues et les malchances de sa grossesse et de son accouchement. Toutes ces épreuves et d'autres choses bien sûr ont entraîné chez elle une dépression postpartum dont elle a la force de se tirer aujourd'hui. Comme elle le dit, et je suis d'accord, même si c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant, il en reste encore assez tabou, et c'est pour ça que c'était vraiment très important pour moi de la recevoir. À Charlène, à toutes ces femmes et aussi ces hommes qui traversent une dépression postpartum, je vous envoie toute ma force. N'ayez pas peur des mots, n'ayez pas peur de vous sentir seul, c'est bien plus fréquent que l'on pense. J'espère que vous trouverez dans les mots de Charlène un certain réconfort, et je vous souhaite une belle écoute. Salut Charlène, merci infiniment d'avoir accepté de nous raconter ton accouchement. Tu as vécu quelque chose de fort et de puissant qui t'a marqué, ainsi que ton entrée dans la parentalité qui a été à la fois forte et bouleversante. Je pense que tu as des choses passionnantes et émouvantes à nous raconter, notamment en fin d'épisode quand on en viendra à parler du postpartum, mais j'en dis pas plus. Je pense que t'es peut-être un peu stressée. T'inquiète pas, tu vas voir, on va faire ça en douceur. Je vais te guider mais pas trop, et j'ai hâte qu'on puisse tous entendre ton histoire. Alors, tu as accouché en novembre 2022 d'un petit garçon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît, et nous résumer en 3 mots ton expérience d'accouchement ? Alors, moi c'est Charlène, j'ai aujourd'hui 35 ans. Mon petit garçon, lui, va avoir 3 ans. Et en 3 mots, mon accouchement, long, compliqué. Et j'ai pas le 3e mot. Ça a été un concours de malchance pour beaucoup de choses. Il y a pas beaucoup de positifs dans les 3 mots qui me viennent en tête, honnêtement. Ok. Écoute, c'est ton expérience, hein, donc... Ok. Alors, est-ce que rapidement, tu peux nous raconter comment s'est passée ta grossesse ? Alors, ma grossesse. Déjà, avant cette grossesse, j'ai eu une autre grossesse qui s'est écourtée très vite. On a enlevé la contraception, on a pris sa décision avec mon conjoint et je suis tombée enceinte dès le premier cycle. Et je l'ai perdue tout aussi vite. Ce qui fait que pendant plusieurs mois, on a un peu arrêté le projet, le temps que moi je me remette un peu de tout ça. Et en fait, ça a repris tout aussi rapidement. Il a été tout de suite question de retenter de toute façon. Ouais, alors oui, il n'était pas question d'arrêter complètement le projet, ça c'est sûr. C'était plutôt se laisser le temps. Quand on a réessayé, ça a pris tout de suite, pareil. Donc je l'ai découvert seule dans un premier temps. J'ai fait un premier test et je travaillais le soir même, et mon conjoint aussi, parce qu'on travaillait au même endroit. Donc j'embauchais de nuit et j'ai voulu refaire un test avant d'embaucher qui était positif, c'était marqué en toutes lettres cette fois-ci, donc j'étais bien sûre que j'étais enceinte. Donc moi je travaillais de nuit, lui il était du soir, donc on se croisait dans le service
Et je lui avais fait une petite blague en lui disant « Tiens, c'est marrant, j'ai fait un rêve cette nuit où je tombais enceinte, on n'en a jamais parlé. Comment est-ce que tu voudrais que je te l'annonce si jamais un jour je devais te l'annoncer ?» détournée pour savoir comment lui dire. Il m'a répondu « En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voudrais pas la prendre au boulot. » D'accord. Eh bien, à demain, chérie. Et donc voilà, c'est comme ça que moi je l'ai appris. Le lendemain, du coup, j'avais eu le temps de lui préparer. J'avais acheté des petits bodys, j'avais mis les tests, j'avais fait la prise de sang entre-temps. Donc il était rentré à la maison, je lui ai dit tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Et il a ouvert et du coup il m'a dit ah bon, déjà, ça croit, c'est incroyable. Et voilà, puis après on a commencé donc tranquillement cette grossesse qui se passait bien au début, des symptômes tout à fait banals, envie d'aller faire pipi. À 8 semaines de grossesse, je prenais des compléments en fer. Et en fait, je savais pas que je ne les tolérais pas. Ça m'a donné des violentes coliques, donc des maux de ventre insupportables. Et en fait, ça m'a pris en pleine nuit, vers 2h30, 3h du matin. Et je crois que vers 4-5h, tellement la douleur était forte, j'ai fait un malaise sur mes toilettes. Et je suis tombée la tête la première sur mon carrelage et j'ai perdu connaissance. Tant que je reprenne connaissance, mon conjoint n'avait pas entendu. Donc je l'ai appelé, il m'a vu. Je dis bon là on va peut-être appeler les urgences. Donc direction les urgences où j'ai été prise en charge par un monsieur sympathique au demeurant, comme ça, qui me demande si j'ai des premiers symptômes de grossesse. Bon, tout allait bien en soi, j'étais consciente, il n'y avait pas de plaie ouverte, il n'y avait rien du tout. Et donc je lui dis que je suis à 8 semaines et que oui j'ai quand même déjà des symptômes. Et très vite il m'interrompt en disant oh 8 semaines, ouais bon d'accord, c'est pas grand chose quoi. Sous-entendu, si vous le perdez, enfin... Ah oui. Ouais. Oh la vache. Il hésitait à appeler les urgences gynéco, alors que moi je voulais faire un contrôle, savoir s'il allait bien, j'ai perdu connaissance, enfin j'ai beau être dans le milieu, voilà. Il a dit je vais appeler, mais vraiment parce que vous me demandez, parce que vous m'êtes sympathique, genre je vous rends service, super. Ah la vache. Il appelle les urgences gynéco et contre toute attente, ils ont dit oui, monsieur. Et il faut contrôler. Faudrait nous l'emmener en fait en haut, s'il vous plaît. Et on a contrôlé, tout allait bien. Et dans la foulée, c'est comme ça que je l'annonce à ma maman. Parce que je devais l'annoncer à Pâques à toute ma famille, mais ma mère était pas là ce jour-là. Et donc je dis passe à la maison. J'ai eu un accident, j'étais aux urgences, enfin un accident. Bref, j'étais aux urgences, viens. Et en fait, à la fin, quand il y a eu l'échographie, il y avait marqué coucou mamie. Et donc du coup, elle a compris. J'ai filmé ce moment, c'était assez chouette. Puis après, je l'annonce à ma famille. Ça, c'était les moments vraiment sympas, quoi. Les moments vraiment cool où les personnes... Tu sais, t'as envie de faire des petites photos, des petites vidéos de leur réaction. Donc ça, c'est assez chouette. J'ai ça un souvenir, un bon souvenir. Et malheureusement, pour la suite, beaucoup de déconvenues. Beaucoup d'effets de la grossesse qui, en soi, chacun séparément, sont plutôt normaux. Je faisais beaucoup de malaise, mais d'un rien. Même pas parce qu'on marchait, ou juste des fois ça me prenait, je pliais le linge. Beaucoup de migraines, beaucoup de migraines. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai fait le diabète gestationnel, mais en faisant le test avec les boissons ultra sucrées, là, il est revenu négatif. Ah ouais ? Ouais. Mais par contre, quand je me piquais tous les jours, c'était pas franc, mais c'était quand même positif. Alors du coup, j'ai été suivie comme un diabète gestationnel, et puis de toute façon, il y en avait quand même... Ça, donc t'avais un régime un peu particulier à suivre ou... Je faisais attention, mais déjà moi je mangeais pas tellement de sucre. Si jamais j'avais des cravings, c'était du salé. Et de base je suis plus salée que sucrée, donc en soi ça, c'était pas trop un souci. Je sais que j'oublie des choses, à chaque fois c'est mon conjoint qui me dit mais si tu te souviens, il y avait ça aussi. Et si après en fait c'était des rendez-vous sage-femme et puis finalement à l'hôpital quasiment toutes les semaines, où on me disait que mon bébé était bien, il était à 98 percentiles, donc vraiment très 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 en haut de la courbe. J'avais beaucoup de liquide amniotique. Dans le dossier, il est marqué grosse citerne. Voilà. Donc j'avais une grosse citerne de liquide amniotique. C'est un terme normal ou... C'est un terme professionnel de toute évidence. Et donc en fait, je crois qu'à chaque... en plus, la sage-femme que je voyais, elle était très gentille. Et vraiment, quand elle m'a dit ça, c'était vraiment dans l'humour. Parce qu'en plus, on est un couple assez... Voilà, on est dans l'humour, on se marre, il n'y a rien qui est grave. Mais en fait, moi, j'accumulais. Et en fait, je crois qu'elle a dit quelque chose du genre... en tout cas, son bébé, faudra pas lui acheter beaucoup de 1 mois parce qu'à mon avis, ça va être un beau bébé. Et en fait, à ce moment-là, elle me regarde, elle dit mais c'est pas grave, madame. Et en fait, je me suis mise à pleurer. En fait, c'était trop. Ouais. C'était trop à chaque rendez-vous, c'était trop à chaque prise de sang. Il y avait quelque chose à chaque. Puis t'as rapidement été arrêtée au niveau du travail. À 8 semaines de grossesse, quand je me suis tapé la tête au sol. Après ça a déclenché une vague de migraines. Donc en soi j'ai adoré avoir mon bébé dans mon ventre, j'ai adoré le sentir bouger, j'ai adoré grossir, prendre mon ventre, ça c'est vraiment un truc, j'adorais mon corps
Et je sais pas, c'est comme si j'avais développé une surpuissance en étant enceinte, un peu comme j'ai mon bouclier. Voilà. Je comprends. De base, quelqu'un de pas très confiance en soi, etc. Et là, je sais pas, une fois que t'as le bébé dans ton bidou, tu te dis, bah alors, ouais, c'est plus que pour toi. Donc, ça, j'ai adoré. Et mes proches ont un peu de mal à comprendre quand je leur dis, moi, j'ai adoré ma grossesse, ils me regardent tous avec des yeux très, très ronds, genre, oui. Tu es sûre de toi? Mais t'as oui, adoré être enceinte, mais pas tous les symptômes. Mais j'ai détesté être malade, parce qu'en fait, à chaque fois, je voyais un nouveau spécialiste ou que je revoyais mon médecin et que j'énumérais tout ce qui m'arrivait, il me disait ah, c'est pas de chance quand même. Ah oui, c'est pas de chance quand même. Ah oui, j'ai été aussi anémiée. T'as cumulé tout ce que... J'ai été anémiée et j'avais des problèmes avec ma tension qui au début était trop haute. Finalement, après, elle était trop basse. Mais ça va me revenir au fur et à mesure, tous les petits soucis que j'ai eus. Mais... C'est vrai que t'as vraiment pas eu une grossesse facile. J'ai cumulé et je pense que mon esprit était tellement focalisé à diviser ce qui m'arrivait de mon bébé. Pour pas faire porter à mon bébé ce que j'étais en train de vivre, parce qu'il y a des amis, tu sais, qui ont toujours la phrase un peu rigolote. Alors déjà, stresse pas, sinon ça va le passer à ton bébé. Oui. Mais c'était surtout, oh là là, il a intérêt à être gentil ce bébé avec tout ce qu'il t'a fait subir pendant la maternité. Et je voulais surtout pas intégrer cette phrase-là, parce que lui, il a pas demandé à être là. Oui. Moi, j'ai souhaité avoir cet enfant. Et en fait, je me suis tellement bien appliquée à ne pas transposer ce qui m'arrivait à mon bébé que je pense que ça m'a déconnectée de la parentalité à venir, tellement j'étais focus sur il faut qu'il soit en bonne santé et il faut pas qu'il en pâtisse sur ce qui est en train de se produire pendant ma grossesse. C'est pas de chance, ça arrive, c'est comme ça. Il y a des femmes aussi qui restent alitées pendant 9 mois, donc on n'est vraiment pas là pour se plaindre. Du coup, il y a une espèce de truc dissociatif qui s'est fait à ce moment-là, ce qui fait que le dernier point de rupture qui est pas grand chose en soi, c'est qu'on m'a dit que j'allais être déclenchée et je devais choisir une date. Et en fait, il y a tellement rien qui s'est passé naturellement pendant ma grossesse, tout a été très médicalisé. T'as été beaucoup suivie, beaucoup plus qu'une grossesse J'étais beaucoup suivie, alors par chance j'ai eu un petit peu plus d'échographie qu'une grossesse habituelle où il n'y en a que 3, ce qui est vraiment très peu. J'avais même fait de l'acupuncture, j'avais fait tellement de choses pour essayer qu'ils viennent par lui-même. Et oui, donc choisir cette date, ça revenait encore à me prendre quelque chose. Ouais. En fait, on me donnait un choix. J'avais pas envie d'avoir le choix. J'avais envie que ce soit comme dans les films. Bah oui. T'es chez toi, t'es en train de, je sais pas, faire tes vides, ton sol, t'es assise, peu importe ce que tu fais, chérie, c'est l'heure. Je crois que ça y est, c'est toutes les 2 minutes. et tu stresses parce que t'es dans la voiture, tu sais pas si au prochain dodan, va pas y avoir une tête qui apparaît. Et en fait, encore une fois, c'était orchestré par... Je savais pourquoi, j'en veux absolument à personne, hein. C'est pas la question, mais c'était encore quelque chose qui ne se passait pas naturellement. Oui, c'était pas spontané comme non, tu l'aurais voulu. En fait, il n'y a rien eu à part la conception, par chance, parce qu'il y a quand même des personnes, des couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants de manière naturelle, quelle que soit la raison. Mais c'est la seule chose qui s'est passée naturellement, entre guillemets. Alors l'enfant se développait bien, hein. Mon fils a eu aucun problème. Lui, il vivait bien dans son 20 mètres carrés de bidou, avec sa grosse citerne de liquide amniotique. Il était bien dans son bain, lui. Voilà. Et ouais, donc bon, je choisis finalement une date de déclenchement. Je voulais pas que ce soit la même... Parce qu'en fait, ma grand-mère est née également au mois de novembre. Je m'étais dit, ce serait bien qu'ils aient pas la même date. Ma grand-mère est du 16. Donc je dis que déclenchement le 14. Et donc du coup, on est allé à la maternité. Je prends mon premier comprimé à 9h30. Et je les prends toute la journée, alors je sais plus à quel intervalle c'était, je sais plus si c'était toutes les heures, toutes les 2 heures, je sais plus. Et finalement, arrivé 22h30, c'est une petite anecdote avec mon conjoint, je vais pour mettre mes chaussons, et je fais tomber le chausson sur le sol qui fait paf. Et en fait, j'ai perdu les os au moment où ce fameux chausson est tombé par terre, donc je suis partie sur les toilettes, et là c'est parti pour vider la grosse citerne, donc autant te dire que c'était pas un pipi habituel. Et donc là, je dis, je crois qu'il n'y a pas de doute, c'est bien ça, si j'ai perdu les os là. Et là, ça coule, donc je sais que ça peut paraître bête, mais j'étais trop heureuse, même si c'est pas tout à fait naturel. Oui, mais j'ai perdu les os. Il y a quelque chose qui s'est déclenché tout seul, entre guillemets. Combien il y a de femmes qui ont un accouchement classique, mais qui n'ont pas percé la poche des os, il faut percer la poche. J'ai toute petite victoire était bonne à prendre. Bah, carrément. Et j'étais trop contente, j'ai perdu les os, quoi. Donc, je te coupe avant que tu racontes la suite. Du coup, avant de passer à l'accouchement, je voulais que tu nous dises si t'avais fait une préparation à l'accouchement avec ta sage-femme. Alors oui. Et comment t'avais trouvé ça? Alors j'ai fait une préparation avec ma sage-femme qui a été top, vraiment super.
très humaine, très à l'écoute. Elle a tout de suite compris que ma grossesse était vraiment pas simple et elle m'a accompagnée, mais dans le respect, dans l'accompagnement, pas brutalement, pas voilà. C'est bien déjà. On a fait des cours de préparation à l'accouchement qui, pour le coup, n'ont pas été très utiles parce que j'ai pas forcément eu les contractions qu'ont les femmes en travail naturel. C'est même assez flou. Je vais pas mentir, les cours que j'ai eus sur les différents types de respiration, je l'ai pas tellement mis en pratique parce que dans l'action, en fait, ça a pas été opportun. Après, dans les cours à l'accouchement, c'était aussi comment gérer l'allaitement, etc. Donc ça m'a bien aidé par contre. Les différentes positions, même si à la maternité, en tout cas nous, on avait une super équipe qui nous ont bien réexpliqué tout ça, même montré quand il y avait besoin. Mais au-delà de ça, j'en ai pas des grands souvenirs. Et est-ce que, avant de savoir qu'il fallait que tu choisisses une date où t'allais être déclenchée, t'avais en tête un projet de naissance ou... Et non. En fait, ça a été d'autant plus frustrant pour moi que, en règle générale, comme pour tout le reste dans ma vie, je suis plutôt du genre à me dire ce qui arrive, et une fois que c'est là, on gère. En fait, il y a toujours une solution, il y a toujours quelqu'un qui a vécu la même chose avant toi. Rien n'est insurmontable, à part évidemment les choses terribles qui peuvent arriver, mais sur ce genre de choses comme avoir un enfant, je pense que quelques familles sont passées avant moi. Je comprends. Et qu'en je suis dans le même état d'esprit. Et qu'en théorie, il y a toujours une expérience, un avis qui pourra t'aider à traverser quelque chose. Donc vraiment, je l'ai pris, mais comme je veux un enfant, pour avoir un enfant, faut être enceinte, allons-y. Et pas du tout de projet de naissance, et même avant d'avoir des enfants, je disais, si à un moment donné ça se termine en césarienne, du moment que tout le monde va bien, ça m'est égal. La cicatrice, elle est pas, voilà, au pire, ce sera caché par le bikini, si jamais c'est ça qui me complexe, bon, c'est pas le souci. Et donc, non, aucun projet de naissance, si ce n'est celui de bien le vivre le mieux possible. Pas du tout réfractaire à la péridurale. J'étais très, très, très au clair avec le fait que, oui, prenons la médecine actuelle pour ses bons côtés. Et ouais, non, aucun projet. Ok. Donc tu perds les os. Je perds les os. Qu'est-ce qui se passerait ? Il se passe que mon conjoint est encore avec moi à ce moment-là, donc on va voir la personne, enfin non, pas la personne, mais les sages-femmes. T'avais des contractions ou rien du tout ? Non, alors j'avais des contractions pas douloureuses, j'avais mon ventre, je sentais qu'il se tendait, mais j'avais pas des contractions comme on les entend, quoi. Et en fait, on m'avait mis à l'autre bout du service de maternité, il fallait que je traverse tout le service, c'était volontaire. Au cas où le travail prendrait éventuellement tout seul, me faire marcher, etc. Et on allait dans un autre service où il y avait du coup les salles d'accouchement. Et c'est là-bas que je prenais mes comprimés, donc je perds les os. Pour moi, ça y est, c'est bon. C'est le début. On y va, c'est lancé. Le début, là on attaque. Donc on y va, tranquillou bilou. On passe sur la table d'examen, enfin, sur le lit en fait. Et je dis alors, je suis à combien ? À 0, madame. Il n'y a rien. C'est-à-dire que là, vous allez retourner gentiment dans votre chambre, vous allez dormir, et puis vous reviendrez demain. Donc voilà, je dis à mon conjoint, rentre à la maison, fais-toi une dernière bonne nuit de sommeil, à mon avis, demain, on passe à l'attaque. Il rentre à la maison, et moi, j'essaye de m'assoupir. 2h30, je commence à avoir des contractions un peu douloureuses, pour le coup, où je me dis, allez, j'essaye de tenir, je me mets sur le ballon, j'essaie de me mettre une petite série sur la tablette, histoire de vraiment penser à autre chose, de pas être focus du tout sur la douleur. Je tiens comme ça jusqu'à 6h30. À 6h30, ça commence à tirer. Je commence vraiment à avoir très mal. Et 7h, c'était l'heure de mon prochain cachet de déclenchement. Et là, je commençais vraiment à avoir des contractions très douloureuses. Donc, je crois que 6h45, je craque. J'ai dit, tant pis, il est pas 7h, mais j'y vais quand même. Et donc, j'y vais en ayant assez mal quand même. Je vais là-bas en me disant, là, à mon avis, on a dû au moins dilater quelques centimètres. Petit peu, ouais. Ah ouais, un petit peu, ouais. Et la dame qui regarde me dit, vous êtes même pas à 1, madame. C'est tellement frustrant quand t'as souffert. Ouais, là je me dis, punaise, j'avais l'impression de s'étudier un peu 2h30 à 6h30, je gère mes contractions. Il se passe quelque chose, normalement. J'essaye Et ça, pour le coup, c'était aussi quelque chose de normal. Oui. D'avoir des contractions, tu dois apprendre à les gérer, t'essayes de faire des exercices de respiration, t'essayes de partir un peu dans ta bulle. Mais moi, je me souviens que pendant la préparation à l'accouchement, ma sage-femme, elle m'avait dit, c'est à peu près 1 centimètre toutes les heures. C'est ça. Alors, moi, pas là. Pas du tout, moi non plus, mais... Spoiler alerte, pas du tout. Et donc, du coup, je dis d'accord, mais j'ai quand même vraiment mal. Il était évident que je vais pas demander une péridurale alors que j'étais pas dilatée. Elle me propose d'aller dans un bain. Et donc, il y avait une baignoire qui était pas occupée, donc parfait. Mais tu pouvais prendre un bain même si t'avais perdu les os ? Oui. Ok. Ouais, pour soulager la douleur. Un bain à peu près chaud.
Et j'étais dedans et j'arrive presque à m'assoupir. Ça t'a fait du bien? Ouais. Mais entre 2 grosses contractions et plus ça va, plus la contraction, elle tabasse, quoi. Et là, à ce moment-là, t'as pas rappelé ton conjoint pour qu'il vienne? Non, je voulais qu'il dorme. Ouais. Et j'avais pas forcément envie qu'il me voie dans cet état-là. Ok. Je pense qu'à ce moment-là, plutôt que d'être concentrée sur moi, je me disais, s'il me voit comme ça, il va pas être bien. Il va pas forcément gérer à ce moment-là. J'avais peur de le mettre dans un truc où il se sente pas bien. Voilà. Avec le recul, peut-être que j'aurais eu besoin d'un soutien. D'un soutien. Et donc là, jusqu'à 8h, 8h15, et là, je souffre. Mais je souffre vraiment très fort. Ce qui n'est pas dans mes habitudes. On est dur. Enfin, les gens qui sont durs au mal, je pense que ça, c'est vraiment une souffrance. Tu as beau être dur au mal, ça n'a rien à voir. C'est vraiment interne. C'est vraiment. Peux pas... En fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas imaginer. Ah ouais, ça te coupe la respiration, ça te plie en deux. C'est... Je me souviens avoir vu des épisodes de Baby Boom à la télé où les femmes, elles hurlent. C'est impressionnant. Enfin, tu penses pas qu'un jour, tu te dis, le montre ça à la télé parce que ça fait un peu d'audience aussi, ça rassemble les gens. Mais si. Donc j'ai crié sans aucune dignité à ce moment-là précis. En disant, là, j'ai vraiment, vraiment très mal. Et en fait, à ce moment-là, une sage-femme vient me voir... voit ma souffrance. Il m'a dit, moi, je vous laisse pas comme ça. Les douleurs lors d'un déclenchement peuvent être beaucoup plus violentes que lors d'un travail normal. Donc, moi, j'ai aucun problème à vous poser une péridurale. Et moi, je pensais pas que c'était possible. Je pensais vraiment que c'était... Enfin, je l'ai même pas demandé une péridurale. Qu'il fallait être ouverte un peu pour plus. moi, il fallait être au moins 6-7, mais large. Être au bord d'accoucher, presque. Et donc elle me dit, je vais me renseigner tout de suite. Alors elle me dit, je suis vraiment désolée, il y a une procédure d'urgence, l'anesthésiste n'est pas encore là, mais promis, je fais tout, machin. Donc moi j'essaie de gérer encore. Et là j'envoie un message à mon conjoint pour lui dire, ils vont poser la péridurale, quand t'es prêt, viens, sans l'alarmer, juste... Quand t'es prêt, tu viens. Lui dis même pas que... Je suis à tel endroit. Tu lui dis même pas que là t'es en souffrance, quoi. Non, je lui dis que juste c'est le moment. Que à mon avis, bébé devrait pas trop tarder. On m'installe finalement dans la salle de travail où l'anesthésiste arrive à se libérer. On me pose la péridurale entre deux. S'il vous plaît, dépêchez-vous, j'ai très mal. Voilà. Donc là, il y a aucun problème. J'ai fait le dos rond, j'ai pas bougé, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Il y a aucun problème. Et au moment où mon conjoint est arrivé, on venait de me poser la péridurale. J'avais encore mal. Ça commence un petit peu. Alors, une fois que la péridurale est passée... C'était beaucoup mieux. Quel bonheur. Ah là, j'étais bien. J'étais bien, j'avais plus mal. Tu sentais encore un peu les contractions ou tu sentais plus rien? Non, je sentais qu'on durcissait, mais j'avais aucune douleur. Donc nickel. Et à partir de là, les choses reprennent un cours naturel, où une sage-femme vient me voir toutes les heures. Et toutes les heures, je dilate de 1 cm. Et là... Bien. On rentre dans un truc normal. Elle dit, mais comme dans les bouquins, dis donc. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir. Si vous saviez. Elle savait parce qu'elle est mon dossier. Mais bonheur. Jusqu'à ce que je fasse des effets indésirables de la péridurale. Dans les effets indésirables, on trouve des démangeaisons de tout le corps. Donc j'ai fait ça pendant au moins 8 heures. Ouais, mais j'avais plus mal. Donc la péridurale, tu l'as eu à 8 heures 9h, 9h30. Ok. Et j'ai eu les effets de la péridurale assez rapidement. Mais comme j'avais pas mal en soi, c'était un moindre mal. Des démangeaisons, tant pis, je me grattais. C'est pas très grave. Mais c'est encore un truc, tu te dis, pas de bol, quoi. C'est-à-dire que ça arrive pas non plus à tout le monde. Donc je fais 1 cm par heure toutes les heures. Donc là, on est le lendemain, donc on est le 15. Et la sage-femme qui me suit me dit, ça va être avec moi. Donc elle se présente, adorable. On va passer ce moment-là ensemble. Donc je vais me présenter. Je suis telle personne. C'est trop mignon. Adorable. Trop mignon. Parce qu'elle finissait à 20h ou 21h. Donc elle me dit, c'est sûr, ce sera sur ma faction. Pas de souci. C'est trop chouette de se présenter comme ça et tout. Trop bien. Je me souviens absolument pas de son nom. J'ai oublié vraiment tous les détails. Mais voilà, c'est normal, je pense. J'ai le souvenir vraiment de sa gentillesse et de sa disponibilité. Et voilà. Arrive... 19-20 heures, on n'est pas du tout dilaté à 10, on est bloqué à 8. Et, pendant 1 heure, pendant 2 heures, la dame qui m'avait dit on fera ça ensemble, débauche, vient me dire au revoir. Me dit qu'elle est désolée, mais elle n'y peut rien. Arrive l'équipe de nuit, donc on me laisse un laps de temps de 2 heures en vérifiant le cœur du bébé, qu'il n'est rien. Le bébé va bien, aucun souci, le monito est nickel. Ça te gratte toujours, toi? Ça me gratte toujours, mais franchement, c'est pas grave. Et c'est juste le stress de me dire, c'est bloqué. Donc là, c'est bloqué. On sait ce que ça veut dire. Enfin, dans mon inconscient, c'était si à un moment donné, ça ne s'ouvre pas plus, ce sera césarienne. Et même si, au début, je m'étais
Même pas, c'est pas que je m'étais préparée à ça, mais je m'étais dit, c'est pas grave. C'était encore quelque chose qui était pas naturel. Et là, c'était le dernier clou, quoi. C'était, donc, allez, c'est pas on y croit, mais voilà, on laisse faire les choses. Ça va, dans tous les cas, ça va bien se passer, il y a pas de raison. Et donc, au bout de 2 heures, j'arrive péniblement à 9, donc c'est 1 centimètre de plus. Et là, on arrive vraiment dans la nuit. Moi, je commence vraiment à être fatiguée. Ah oui, ils me disent, on peut vérifier en faisant un petit prélèvement sur sa tête, une petite goutte de sang, parce que le monito est ok, mais bon, là, ça commence à faire un petit peu long. Donc, ils ont fait à l'intérieur de moi un prélèvement sur sa tête. Pour l'oxygénation. Voilà, une première fois. Ok. Et la dame qui prend la petite languette pour mettre le sang dessus, la fait tomber. Oh, mince. Ça peut arriver. Donc, c'est pas de chance. Une deuxième fois. Oui, mais le c'est pas de chance, je pense que c'est comme ça que tu devrais appeler l'épisode de mon récit. C'est pas de chance, quoi. Il n'y a rien de dramatique, mais c'est pas de bol quand même. Hein. Voilà. Donc une deuxième fois, et la deuxième fois, j'entends juste, parce que moi je ne vois pas, j'entends juste « Ah, mais c'est pas possible, j'y arrive pas, machin. » Donc troisième fois... Oh non, c'est pas vrai. Et là, la sage-femme elle-même s'en occupe, le prend, le met, dit « tout va bien, bébé va bien ». Sauf que, là on est près de minuit, voire largement minuit passé ou 1 heure, je commence à faire de la fièvre. J'ai mes démangeaisons qui sont toujours là, et bébé ne descend pas. Bébé ne descend pas, n'appuie pas assez, j'arrive péniblement à être dilatée à 10, mais parce qu'elles aident à la dilatation de leur côté. Comment elles font ça ? Ouais, c'est une bonne question. Franchement, à Tu ce t'en moment-là, souviens pas je pense par des manipulations internes... avec sa main, je pense. Je sais pas exactement, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, il restait un demi-centimètre qu'on a réussi à récupérer. Et en fait, on a fait 1 ou 2 tests où je pousse une fois pour voir comment réagissait bébé. Et en fait, bébé descend mais remonte à chaque fois. Donc la dame me dit, écoutez, on va essayer de pousser. On va essayer de faire une vraie poussée. Donc on va essayer 2 fois. Et je vous cache pas que si après les 2 fois, ça ne fonctionne pas, là on joue la montre depuis déjà un bon moment. Faudra qu'on passe en césarienne. Ok. Donc on essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je sais pas pourquoi elle essaye. Je pense qu'elle avait peut-être envie pour moi que ça fonctionne comme ça. Mais clairement, ça m'épuisait beaucoup. Et c'était pas efficace puisqu'en fait, bébé remontait à chaque fois. Donc je la revois avec ses grands yeux et son masque, là, ses grands cils. Je me souviens juste de son regard, vraiment désolée, en disant bon bah on part... Et là, j'entends code orange, on passe en césarienne. Donc, on y va, je pleure. Au bout d'un moment, la fatigue. Ouais, et donc... Puis c'est parce que même si t'avais pas de projet en tête, c'était quand même pas ça que tu voulais au mieux. En fait, et puis après la grossesse que j'avais passée, j'avais juste envie que l'accouchement, ça se passe normalement, quoi. Ouais. Sans... Même le départ en césarienne est compliqué, quoi. C'est pas de bol. C'est pas de chance. Hein. Donc, on part en salle, et là, on est déjà le 16. On déclenchait le 14. On est déjà le 16, donc l'anniversaire de ma mamie. Donc, du coup, petit clin d'œil à mamie. Et on arrive en salle d'opération. Mon conjoint s'habille. Il a eu le droit de venir avec moi. Donc, ça, c'est super cool. Ah, ok. Ce que j'apprends après coup, que je ne savais pas, c'est que lui, dans les couloirs, il entend 2 personnels soignants parler, sans le voir lui, et se dire mais je comprends pas pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, c'est dangereux, ils auraient pas dû faire ça comme ça. Oh la vache, le stress. Donc moi je le sais pas, mais lui il rentre avec un gros stress en fait dans cette salle. Et moi pendant ce laps de temps, je sais pas, il y a peut-être 20 minutes pendant qu'il me prépare, j'imagine qu'il badigeonne de bétadine, de tout ça. Donc moi je suis un peu dans le coltard, entre les larmes et essayer de faire de l'humour parce que sinon c'est voilà, en leur disant par contre j'espère que vous avez bien vu sur mon dossier, pas d'agrafe car je suis allergique. C'est l'anesthésiste qui m'avait dit ça en fonction de je suis allergique au nickel et à savoir qu'il y a un pourcentage de nickel dans les agrafes. Et j'en avais jamais eu avant des agrafes, donc voilà. Et j'en ai d'ailleurs pas eu. Et ils étaient en train de négocier. Mais vous êtes sûr? Parce que c'est marqué sur mon dossier en fait, regardez. Non mais quand même on va s'enseigner parce que c'est bizarre. Et ils ont été vérifiés sur Google. Quoi? En disant ah effectivement il y a un petit pourcentage de nickel dans les agrafes. Je dis oui. Waouh. Oui. Ouais. Et donc il a fallu que je leur dise 1 fois, 2 fois. Et puis après j'ai joué la carte larmoyante. Oh, dans mon état, s'il vous plaît, faites-moi des points sur G. Des jolis points qui ne se voient pas. Ayez pitié d'une pauvre femme en détresse. Ils m'ont écouté, ils m'ont fait de très beaux points. Donc du coup, je ne sens rien.
L'anesthésie fonctionne très bien. Ils me disent au moment de sortir bébé que je peux pousser pour le faire sortir de mon ventre. Que moi, je le sentirais pas forcément, mais que les muscles, en fait, fonctionnent toujours et que je peux aider à la poussée de mon bébé vers l'extérieur. Donc ça, je l'ai fait. Donc, trop cool. Comme ça, t'as eu ta part de... J'ai eu, voilà... d'action, c'est ça. T'as aidé à ce que... Et je trouvais ça chouette qu'ils me le proposent, parce qu'en fait, moi, j'avais lu et entendu plein de choses, mais à ce moment-là, autant te dire que j'ai tout oublié. Bah, oui. On avait même préparé une playlist, parce qu'on avait le droit de mettre de la musique en salle d'accouchement, pas en salle, évidemment, d'opération. Oui. Et en fait, j'étais tellement dans le mal, je me souviens, mon conjoint me disait, mais si tu veux, je mets quand même la playlist du genre, vont pas nous empêcher de mettre notre musique. Et en fait, j'étais tellement préoccupée à savoir si le bébé allait aller bien, si j'allais aller bien, enfin, non, c'est pas grave. Et donc, du coup, il y a ça, mon conjoint peut couper le cordon, et moi, j'ai les 2 mains retenues de chaque côté de mon corps par les perfusions. Donc je peux pas plier trop les bras. Et on m'emmène quand même bébé sur le coin de ma tête. Donc je peux quand même être un peu comme ça, légèrement du bout des doigts lui toucher la tête. Des larmes, je saurais pas, mélange peut-être de soulagement, de joie, de peur, de tristesse, de comment ça a pu se passer, de libération, de fatigue, Ouais, voilà, voilà, je pense que c'est voilà, je sais pas comment on peut traduire ça, mais voilà. Ouais. Et les gens qui étaient dans le blog, je suis incapable de te dire leur fonction, mais trop gentils, ont pris des photos et des vidéos de leur téléphone personnel. Oh, c'est trop gentil. Ils me les ont envoyés. Des belles équipes, hein, quand même. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, ils me les ont envoyés en disant, bah, si vous pouvez juste supprimer notre numéro après. Et évidemment, il n'y a aucun souci, merci beaucoup. Et même eux, ils m'ont dit, on supprime votre numéro tout de suite, pas de problème. C'est juste que ça fait des souvenirs. Et voilà, fin de l'accouchement, salle de réveil. Après une césarienne, je dû y rester 4 heures. Je pense que là, c'est ton ça. conjoint, il est parti avec bébé. Mon conjoint est parti faire les premiers soins, donc moi, je vais en salle de réveil seule. Et mon conjoint arrive en peau à peau avec le bébé. On me met bébé sur moi. Combien de temps après ? J'en ai aucune idée. J'ai aucune notion du temps à ce moment-là. Peut-être 1 heure, parce que le temps de refaire les soins, de me recoudre, peut-être même un peu plus, peut-être 1 heure ou 2, quelque chose comme ça. J'ai aucune notion du temps. Toi, en salle de réveil, tu te sens... Ok. Je suis là, quoi. Ouais. J'ai pas d'émotions négatives, positives. Pas je subis, parce que j'en ai pas un souvenir négatif, mais juste... je vais là où on me dit d'être, et j'attends parce qu'on me dit d'attendre, et voilà. Ça me gratte plus. C'est déjà pas mal. J'attends de récupérer mes jambes, parce que je peux pas les bouger à ce moment-là. Et donc on me met bébé sur moi, qui fait une petite tétée d'accueil. Tout le monde est nouveau là pour le coup pour moi. Je trouve très mignon ce petit bébé, mais il est à qui ? C'est le mien. Enfin, je l'ai pas vu sortir. Ça fait bizarre en fait. Tout s'est fait de ce côté-là assez naturellement. Je le prends, on a fait un bébé, il est là, mais vraiment le matérialiser dans ma tête à ce moment-là, c'est juste, oh, un bébé. J'adore les bébés, il est très mignon ce bébé. Je pense que c'est un sentiment assez normal. Ah ouais, de se dire vraiment faire le lien, de se dire, attends, c'est mon bébé, c'est ce que le j'avais dans mon ventre. Exactement, c'est le même bébé que j'avais dans mon ventre. Ouais. C'est fou de se dire, ces petites mains, là, ces 5 doigts, là, ces petits tout ça pieds, était dans mon ventre. C'est ça qui cognait. On remonte après dans la chambre, arrive l'excitation de l'annoncer aux proches, donc il arrive 7h, 8h du matin, donc c'est une heure décente pour envoyer les messages, donc on le fait. Dans cette excitation, mon conjoint me dit, parce que donc du coup bébé avait un bonnet évidemment, un petit body, etc. Et il me dit, par contre pour sa tête, je sais pas ce qu'on est censé faire. Je dis, mais comment ça pour sa tête, ce qu'on est censé faire ? Et oui, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on a essayé de le sortir à la ventouse aussi. Ah oui. Avant de passer à la césarienne, on a vraiment tout essayé. Et bien en fait, avec la ventouse, il est blessé à la tête. Blessé, oui. Comment ça ? C'était caché par le bonnet ? Oui. Et puis, comment ça, c'est pas fini là ? c'est encore quelque chose là, vraiment. Vraiment, il y a vraiment rien qui peut se passer normalement. Et là... En fait, il y a vraiment ce sentiment d'impuissance. Peut-être que dans mon inconscient, j'avais ce truc de quand t'es maman, pour ton enfant, t'es la ressource principale, avec le papa bien sûr. Mais là, j'étais ressource de rien du tout. C'est normal, après, t'imagines, ça faisait combien de temps que t'avais pas dormi ? Ouais, mais en fait, c'est surtout tout ce que t'avais vécu. Non, c'est plus dans le genre de... J'ai même pas pu le protéger de ça. Enfin, je sais même pas. C'est irrationnel, si tu veux. Oui, complètement. C'est irrationnel, mais à ce moment-là, c'est encore un truc de plus. C'était pas que pendant l'accouchement, ça va me suivre maintenant. C'était pas que la grossesse. Quand ton bébé il arrive, t'as envie d'en profiter et pas qu'il soit blessé tout de suite. En fait, c'est trop tôt, quoi. Ouais, et puis autant tout ce qui m'arrivait pendant la grossesse, ça m'arrivait à moi. C'est mon corps, c'est à moi que ça arrive.
Là, il est à l'extérieur de moi. Il est plus protégé par mon enveloppe de corps, quoi. Et il est blessé. Il était blessé avant même de sortir, avant même d'être né. Il était blessé. C'était encore quelque chose. Et encore. Et à chaque jour, il y a eu encore quelque chose. Et c'était grave, du coup ? C'était pas grave, mais en fait, le dessus de la peau de son crâne avait été arraché et déplacé. Je m'en souviens. Donc ça faisait un quart de lune à vif, en fait, sous ce bonnet, où ils ont refusé, ne serait-ce que de nettoyer. Parce que quand j'ai demandé, on m'a dit, bah non, on a eu comme directive de ne pas y toucher. Et t'as beau être dans le milieu médical, quand tu accouches et que tu as un enfant, tu écoutes bêtement, parce que tu veux que faire ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai écouté. Alors par chance, le jour suivant, il a déclenché une jaunisse. Pas une petite jaunisse, une jaunisse. Où on a fait, comment on appelle ça, l'espèce de cabine UV. Donc ça nous faisait un petit peu rire, on disait ces petites UV avec ses petites lunettes, là il avait une jambe sur l'autre, ça faisait un peu genre je suis au point soleil, je suis grave bien. Le seul avantage que ça a eu, c'est que ça a fait cicatriser, sécher bien plus vite son crâne. Et donc du coup c'est pas resté à vif, c'était devenu sec, donc ça c'était déjà pas mal. Là-dessus j'ai fait une grosse anémie, je crois que j'étais à 7,5, donc c'est très bas. Avec la césarienne, compliqué de me déplacer, avec tout ce qui va avec, reprise du transit, qui est vraiment douloureux. Et en fait, tant que j'étais très anémiée, ils étaient pas chauds à ce qu'on sorte, ce qui peut s'entendre. Et puis il fallait 1 jour ou 2, je crois, après la jaunisse, pour vérifier que ça remontait pas. Parce qu'il avait fait les 6 heures, mais bon, si jamais il y avait peut-être besoin. Ils ont fait une prise de sang, donc on est resté 1 semaine. Et je saurais pas, et on n'avait pas le revisite. Parce qu'on était encore sur ce truc post-Covid. C'était la fin. D'ailleurs, après nous, il n'y a pas eu long avant que tout reprenne. Et autant j'étais contente qu'il n'y ait pas forcément les visites de tout le monde. Parce que franchement, dans l'état dans lequel moi j'étais difficile, psychologiquement, c'était de la fatigue. Mais en fait, j'avais tellement besoin juste de voir soit ma meilleure amie, soit ma maman. Et ils voyaient l'état dans lequel j'étais. Et ils ont fait passer la psychologue de la maternité pour discuter avec moi. Les sages-femmes ont pris du temps et comme elles m'ont dit, on a l'habitude, vous n'êtes pas un cas isolé du tout. C'est pas anormal, c'est pas parce que vous vous sentez pas très bien que vous êtes une mauvaise mère. Il y a ce qu'on appelle le baby blues, et parfois ça dure plus longtemps et c'est autre chose. Mais c'est normal et ça arrive, c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense. Et ouais, le fait de pas avoir de contact de ma maman ou de ma meilleure amie, c'était très dur. J'en avais par message, j'en avais par appel. Ma meilleure amie s'était déplacée à la maternité pour m'emmener des petits nécessaires pour Loulou, et puis même pour moi, des petits saucissons, des trucs comme ça. Donc c'était du réconfort. Et je pleurais beaucoup. Arrivé à la nuit tombée, je crois que ça arrive à beaucoup de personnes, ça. Des angoisses. J'ai jamais eu d'angoisse de ma vie. Je touche du bois, de la peau, singe, tout ce qu'on veut. J'ai eu beaucoup de chance de pas avoir ça avant mes 32 ans, du coup. Des crises d'angoisse ou de l'anxiété, ou j'ai jamais été sujette à ce genre de choses. Et du coup, ça m'a submergée, quoi. Je pense pas que c'était humainement possible de se sentir comme ça. Ce vide, où tu peux même pas réfléchir, vraiment. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et t'as ce bébé à côté de toi, et tu te dis d'accord, quel est le lien c'est déroutant. Ça l'a pas été dans le bon sens, dans un premier temps, et encore une fois, mon bébé n'y est absolument pour rien. Évidemment. On est bien d'accord. Et je crois que la première nuit, donc mon conjoint est resté, deuxième nuit, je dis va prendre une nuit de repos tranquillement, bébé va dormir, au pire de toute façon comme et je faisais l'allaitement aussi qui prenait pas très bien, mais parce qu'évidemment tout ne peut pas bien se passer. Il y a une nuit et ils aspirent plus, les bébés, quand on accouche maintenant. Ça fait quelques années, je crois qu'il y a des recommandations où on n'aspire plus le liquide qu'ils ont dans leurs poumons. Je crois que c'est ça, oui. Et en fait, la nuit où mon conjoint n'est pas là, bébé se met à pleurer, à tousser, et à ne plus tousser, à devenir tout rouge, et à s'étouffer en fait. Oui. Et là, je suis seule, avec ma grosse cicatrice de césarienne, et j'essaye de le prendre pour essayer de le libérer en fait, et j'ai très 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 peur à ce moment-là. Et il arrive à reprendre sa respiration, je suis soulagée, mais je fonds en larmes. Là, je me dis, il aurait pu mourir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Imaginons que mon réflexe n'ait pas suffi, ou... T'appelles pas les équipes? J'ai dû appeler, je me souviens pas, mais je me souviens de ma détresse à ce moment-là, une fois qu'il a repris sa respiration, même si les dames sont arrivées après, j'ai dit ça y est, ça va mieux. Et en fait, j'en discutais avec, je sais plus avec qui, avec une amie, qui me disait que elle avait trouvé ça fou.
Alors déjà qu'on le fasse plus, mais bon, après, si c'est des recommandations, bon, bah, c'est comme ça. Et elle me disait que si elle autorisait le personnel soignant à aspirer son enfant, faites-le, en fait. Après, j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Probablement qu'ils n'ont pas le droit, tout simplement. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Mais c'est vrai que quand ce moment-là arrive, tu te dis, waouh, ouais, c'est un risque quand même qu'on prend quand on n'aspire plus les bébés, quoi. Bah puis, ouais, non mais c'est clair. Et heureusement que t'étais réveillée même. Je pense que ça a dû me réveiller. Ouais. Il était tard dans la nuit. Et évidemment, c'était la seule nuit où mon conjoint était pas là. Donc après ça, il est resté toutes les nuits suivantes. Et puis on a fait les jours qu'on suivit. Donc moi, anémiée, ne supportant pas le fer, donc perfusion de fer. Réunion sur l'allaitement avec d'autres parents, où elles m'ont poussé très 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 fort à y aller. Moi, j'avais pas du tout envie de quitter ma chambre, surtout dans l'état dans lequel j'étais. J'avais pu prendre une douche, heureusement. J'avais réussi à rester debout sans faire de malaise, etc. Mais vraiment, j'étais dans un état plus que second et je me suis retrouvée avec deux ou trois mamans avec leurs conjoints qui étaient là. Moi, j'étais toute seule à ce moment-là. Vraiment, j'avais l'impression qu'elles avaient accouché sur un nuage, je sais pas, dans quelque chose de très angélique. Elles allaient très bien, elles étaient très belles. Pas moi. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là ? Et en plus, la dame qui faisait cette espèce d'atelier sur l'allaitement, dit faudrait un peu rassurer Charlène sur l'allaitement, elle est très stressée par rapport à ça. Non, c'était pas du tout ça mon problème. L'allaitement, ça prenait ou ça prenait pas, c'est pas ce qui me stressait, quoi, c'était pas ça le souci. Mais bref, c'est pas grave, ça m'a permis de sortir un peu de ma chambre, de faire quelques pas. Et peut-être que t'avais l'impression que ces femmes avaient eu un accouchement parfait et peut-être qu'elles avaient aussi vécu des choses. C'est clair. Après, ces femmes-là en particulier, on a un peu parlé de nos accouchements. Elles, ça s'est très bien passé. Il y avait pas eu de césarienne d'urgence, elles avaient accouché par voie basse. Mais après, voilà, encore une fois, on sait pas ce que vit vraiment la femme à ce moment-là. Donc même si là, elles avaient l'air d'aller très bien et qu'elles disaient que ça s'était très bien passé, voilà, évidemment, je juge rien du tout de... Est-ce que ça t'a fait du bien de rentrer à la maison ? Voilà, alors là, c'est la bonne question. Je voulais partir de l'hôpital et en même temps, à l'hôpital, j'avais l'impression d'être protégée. Dès qu'il y avait quelque chose, clac, je sonnais, quelqu'un venait. Oui. J'avais une question sur mon bébé, il prenait pas bien mon sein, il y avait clac, quelqu'un il venait, j'avais un conseil, j'avais une aide, des trucs tout bêtes, pas besoin de penser à acheter à manger ou les couches, ou tout était fourni par la maternité et c'est une charge mentale en moins à ce moment-là, où j'avais très peu d'espace, très 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 peu d'espace pour rajouter des choses dedans. Et donc arrive le moment où on part de la maternité, ça fait bizarre, on prend la petite photo de « Hey !» on sort avec les masques. Et dans la voiture, je redécouvre le monde extérieur, ça fait 1 semaine que je n'ai pas vu autre chose que les murs de l'hôpital. Je me dis « Waouh, des gens !» Oh, c'est beau, alors que pas tant. Mais oh, waouh. Et je rentre chez moi et je suis trop contente de voir si mes chats vont réagir à bébé qui est dans le cosy. Ça, c'est des moments plutôt mignons. Voilà, des moments sympas où on avait quand même sa chambre qui était préparée, le petit berceau dans le salon. Présentation aux chats qui viennent d'elles-mêmes sentir un petit peu le linge de loin. Toujours les mêmes angoisses le soir. Bébé qui dort très bien en journée. Au début qui dort pas très bien la nuit, mais en même temps il tétait toutes les 1h30, 2h, donc bon, rien de... Et par rapport à ta cicatrice, toi physiquement tu te sens comment ? Alors la cicatrice c'est vraiment le cadet du cadet de mes soucis. Je voulais juste pas que ça s'infecte. C'était... En fait la cicatrice je m'en fiche, je voulais juste pas qu'il y ait encore une complication. Non mais sans parler de complications, tu sais des fois il y a des femmes qui sont un peu gênées même pour allaiter par rapport à la cicatrice, ou qui sont gênées un peu dans leurs mouvements, tu vois. Alors dans les mouvements, oui, et en fait j'avais une grosse douleur sur le côté gauche de ma cicatrice où il y avait eu le point final, je crois, le dernier point. Ça me faisait mal, pour le coup, oui. Alors si je me souviens bien, avec l'allaitement, il y a des mouvements de l'utérus qui se contractent aussi, ça faisait un petit peu mal, mais franchement rien de méchant. Ça allait en soi. Okay. L'allaitement en soi m'a fait un peu mal parce que je faisais des crevasses. Donc c'était la première tétée où oh, le premier est passé, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Puis la sage-femme qui vient au bout de 8 jours de vie. Donc 3 jours, le lendemain où on est rentré, je sais plus exactement. Elle vient... 2-3 jours après le retour, je crois. Mais c'est que moi, comme je suis restée 7 jours là-bas, c'était assez court le moment où on est rentré, le moment où elle est venue, où elle a regardé ma cicatrice, qui apparemment était très belle. Bébé allait très bien.
Mais bon, au bout de 2-3 phrases échangées avec moi, c'était « Vous avez repris rendez-vous avec la psychologue de la maternité, madame ?» J'ai l'impression que ça va pas fort quand même. Hein. Charlène, on va essayer de faire les choses bien. Donc je l'ai écouté, puis après j'ai été voir la psychologue de la maternité pour un peu vider un peu tout ça, toute cette grossesse qui a été beaucoup de souffrance, contrairement à mon bébé qui lui ne l'était pas du tout. Si je viens de me souvenir d'un autre symptôme pendant ma grossesse, les cystites à répétition. Non-stop. 9 mois de cystite. Enfin, pas 9 parce que je me suis rendu compte que j'étais enceinte au bout d'un mois et demi, donc 7 mois et demi de cystite. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler soit des... comme tu préfères, soit des quelques semaines après le retour à la maison, des quelques mois, comment ça s'est passé après ? Alors, physiquement, ça allait. Je récupérais bien de ma césarienne, du coup. Voilà, bon, c'est douloureux, mais comme une cicatrice peut l'être, enfin vraiment rien d'anormal. Psychologiquement, c'était très compliqué le soir, où je me sentais pas très bien. Pas encore assez présente pour me dire si oui ou non, j'aime mon bébé, j'aime pas mon bébé. Enfin voilà, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment sur un truc de survie totale à ce moment-là. Que mon bébé aille bien, que tout soit bien. Et en fait, au bout de 3 semaines, bébé n'a plus dormi la nuit. Des pleurs toute la nuit. Des pleurs. Même quand on s'allongeait avec lui, même quand on le prenait avec nous, on était épuisés. On a fait plusieurs nuits blanches, mais des vraies nuits blanches, où vraiment on ne dort pas, avec des pleurs inconsolables, ou alors il tétait, parce que c'était pas une solution de le faire téter toute la nuit. Je m'en souviens. Donc aucun repos, et en fait à ce moment-là on pense devenir fou. Le moi ou mon conjoint. Puis l'impuissance de pas savoir quoi faire. Ouais, je revois vraiment mon conjoint. à la fatigue, c'est terrible. Je revois vraiment mon conjoint dans un état puis quand ça touche de désespoir ton enfant, presque, quoi. Vraiment. Et en fait, on perd la tête. Sans sommeil, on perd la tête. C'est un outil de torture dans certains organismes. Donc et je me souviens, on avait récupéré une balancelle, vraiment une vieille balancelle que quelqu'un donnait. On s'est dit, bon, pourquoi pas ? Et vraiment, il s'endormait que quand c'était au plus fort de la balancelle. Sauf que, vu que ça allait fort, ça faisait comme un vent, entre guillemets. J'avais peur qu'il prenne froid. Donc je pouvais pas le laisser trop longtemps. Enfin, c'était horrible. On a été le voir un ostéopathe, première nuit. On se dit, incroyable, ça fonctionnait. Et après, c'était pire. C'était pire. Et ça a duré... Mais là, pour l'instant, à ce moment-là, vous savez toujours pas ce qu'il a. Ou vous avez su ce qu'il avait ? Non, on sait pas forcément ce qu'il a. Et en fait, on a eu des pistes, mais en fait, à part le fait que ce soit un nourrisson, il n'y avait pas 1000 explications. Finalement, on a eu un bébé RGO, donc avec des reflux. Ça, une fois qu'on l'a compris, ça nous a quand même aidé à gérer les choses différemment. Ce qui soulageait sa douleur du reflux, c'était de manger. Donc je le mettais au sein. Sauf que c'était le fait de manger qui faisait qu'il avait plus de reflux. Et en fait, c'était un cercle vicieux. Ouais. Et moi, ça épuisait... vous pouviez pas savoir. Non. Mais ça, en soi, je pense même pas qu'on s'en soit voulu à ce moment-là. Puis en plus, moi, j'avais des douleurs au niveau des mamelons pendant l'allaitement, mais d'autant plus parce qu'il était encore beaucoup. Ce qui nous a emmené à nous dire que peut-être que je produisais pas assez, qu'il n'était pas assez rassasié. Il a dû avoir un allaitement exclusif pendant 1 mois et demi, et après on est passé au mixte, ou alors soit je tirais mon lait et il buvait mon lait, soit on faisait un peu des deux. On est tenu comme ça jusqu'à 4 mois et demi. Où il a eu un petit peu de mon lait et du lait. Et toi, ça va, tu le vivais pas... Je le vivais pas comme un échec, je l'avais fait, en fait. Je l'ai fait, et 4 mois et demi, écoute, je prends... je me dis, allez, ça va, c'est bien, c'est louable. C'est super, ouais. Avec 1 mois d'exclusif, 1 mois et demi d'exclusif, je me dis, bon, allez. Mais forcément, il y avait toujours ce truc de se dire, c'est génial, mais en fait, c'était pas suffisant pour lui. Et en fait, j'ai l'impression, moi, quand tu deviens maman, tout est prétexte à culpabiliser. Oui. Tout. Ça, c'est là. Mais tout. Ce que tu manges, ce que tu vas boire, ce que tu vas penser. Puis tu dis, si je pense quelque chose de négatif dans mon non-verbal, ça va passer, mon bébé est une éponge. Enfin, tout ce qu'on peut entendre faut que la maman soit parfaite, faut que la maman n'exprime surtout pas ses émotions devant le bébé, parce que t'imagines, ça pourrait lui... Et en fait, c'est insupportable. Comme quand t'es enceinte, sois pas stressée, bébé va être stressé. Ta gueule, voilà, désolée, je suis mal polie, mais des fois, il faut. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je porte mon enfant. Qui que tu sois en face, que tu sois le papa, un inconnu, de la famille. Voilà, si je dois donner un conseil, non, je déconne. À ce moment-là, tu vois toujours la psychologue ? Oui, à ce moment-là, je vois... Est-ce que je vois déjà la psychologue ? C'est juste cette question-là. Je me souviens pas à combien de semaines, parce que je crois que je l'ai vue assez rapidement, et toutes les semaines. Toutes les semaines, 1 fois par semaine, ou pendant un temps... J'ai aucun souvenir.
des premières J'allais te demander séances. si justement ça te faisait du bien ou si t'y allais parce qu'il fallait que t'y ailles. Alors en fait, j'y suis allée parce que je me disais que c'était mieux pour mon bébé et mon conjoint. Impossible d'accéder à moi au début. Ouais. Impossible. J'étais ensevelie. Vraiment, c'est vraiment cette image-là. J'avais une image qui m'était venue pendant une séance avec la psychologue de la maternité. Quand j'arrivais un tout petit peu à identifier un peu mieux, j'ai l'impression d'être dans une pièce avec plein de feuilles de papier chiffonnées que j'essayais d'organiser tas par tas pour essayer machin, et qu'en fait, à la moindre émotion, au moindre contretemps, une porte s'ouvrait avec un grand courant d'air et ça reprenait toutes les feuilles, ça les remélangeait. C'est exactement ce que j'ai vécu pendant des mois. Pendant des mois et des mois. Et il y a eu un moment où il y avait tellement de feuilles que moi je disparaissais à l'intérieur. Vraiment. Et ça me prenait déjà c'est comme si ça me prenait de l'énergie de les chiffonner pour essayer de récupérer de l'espace. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment l'image de ce que j'ai vécu. En noir et blanc. Ça m'a aidé dans un premier temps juste à déposer. Parce que ça débordait. Ça débordait et je voulais jamais que ça transparaisse à la maison. À part les premiers jours, premières semaines, je dirais, où le soir, c'était incontrôlable. Vers 18-19h, nuit tombée, je pleurais, sans raison. Avec mon conjoint qui a fait comme il a pu. Avec ses ressources à lui aussi. Hein. Ça m'a brassé, mais ça l'a forcément brassé lui aussi. Mais je pense qu'il savait pas trop quoi faire. Il me disait toujours à peu près la même chose, mais t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Et Parce qu'il savait pas comment... Non, il savait pas comment t'aider, en fait. C'est ça, il était là déjà. C'était bien. Avec le recul, je pense que j'aurais aimé avoir l'espace de parler et d'exprimer. Je pense que dans un premier temps, j'en étais incapable. Et par la suite, je pense qu'il était incapable de le réceptionner parce que il y avait le bébé aussi, pour lui aussi, c'est un grand chamboulement et parce qu'il a vraiment fait tout ce qu'il a pu de son mieux à ce moment-là. Et la psychologue de la maternité m'aidait à vraiment déposer mes valises. J'emmenais des gros sacs remplis de papier chiffonné et je les déposais dans cette décharge-là qui n'est absolument pas une décharge mais plutôt une grande aide. Et heureusement que j'ai fait ça. Ça m'a beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Évidemment, je savais déjà. Alors pour le coup, moi, ça m'a pas aidé à prendre conscience que ça n'avait pas de lien avec mon bébé. Parce que ça, je le savais déjà et j'avais vraiment tout fait pour le ressentir de cette manière-là. Évidemment, ça vient gratter ton passé, comment toi t'as été élevé. Et en fait, ces fameux trucs de qu'est-ce que je voudrais pour la petite fille que j'étais, qu'est-ce que je lui souhaite, qu'est-ce que j'aimerais lui dire, comment j'aimerais lui tendre la main. Est-ce que je suis triste pour cette petite fille-là ? Oui, beaucoup. Et c'est des choses intérieures liées à nos propres enfances, en fait, qui nous met dans ces états-là. Et voilà, donc bébé RGO, après, ouais, donc comme on disait... Colique aussi, non ? Colique. Parce que finalement, c'était ça. J'avais même oublié. Finalement, c'était ça, C'était des coliques, c'était le reflux. Du coup, on prend, c'était quoi ? Du Calmosil, le produit rouge, Polysilane pour les reflux. Ça me faisait bizarre de donner tous ces produits à mon bébé. Il est tout neuf, il a déjà la tête abîmée. Et en plus, je dois lui donner... Et en fait, t'as encore ce sentiment... D'échec, c'est trop fort, mais de... Encore quoi. De ras-le-bol un peu. Et en plus, voilà, en fait, tu subis pendant ta grossesse, tu dis bon, c'est 9 mois d'une vie, c'est pour donner quelque chose de super à la fin qu'on a souhaité. L'accouchement se passe mal. Au bout d'un moment, c'est bon. Après 9 mois, putain, ça aurait pu quand même se passer bien, quoi. Et on arrive sur l'après, et même l'après se passe pas correctement. Et nerveusement, tu craques. Bah, c'est normal. T'arrives au bout. Je vois la psychologue de la maternité qui, finalement, au bout d'un moment, me dit peut-être un traitement, ça pourrait être utile pour une béquille, pour pas quelque chose de trop fort, mais juste pour réinjecter à mon cerveau ce qu'il n'arrivait plus à sécréter tout seul, en fait. Rentre dans tout ce process de médecin, tout ça, une psychiatre, qui elle va être tout à fait à mon écoute, à mon rythme. Mais évidemment, on trouve pas la bonne molécule tout de suite. Effet secondaire sur 3, 4, 5 médicaments. Donc au début, je voyais mon médecin traitant pour ça, qui lui aussi est arrivé en bout de course. Et il m'a dit, je pense que c'est pas moi le bon professionnel, en fait, qu'il faut là, à ce moment-là. Et donc, en fait, je suis encore trimballée à droite à gauche vers d'autres médecins. Après ma grossesse, après mon accouchement, en fait, c'était trop. Ouais, à ce moment-là, je suis là pour mon bébé, je suis opérationnelle, mais voilà, mon bébé est en vie, il est bien habillé, il a mangé, il a dormi, je l'ai accompagné, mais voilà, point. Tu sens plus de lien avec lui que ce que tu disais au début à la maternité quand il est beau, mais... Pas pendant ces mois-là. Ouais. Non, pendant ces mois-là, je suis plutôt... c'est horrible de le dire. C'est horrible de le dire comme ça, mais je suis désolée pour lui d'être tombée sur cette maman-là. Oh, c'est pas comme ça que lui le ressent du tout, hein. Est-ce que du coup, toi, aujourd'hui, t'arrives à mettre les mots sur ce que t'as traversé, on va dire, entre guillemets, ou c'est encore dur ? Non, ça a un nom.
ça doit pas être tabou. Bah oui, c'est dur, c'est normal. Et malheureusement, t'es pas la seule femme qui Non, bien traverse sûr. ça, et c'est terrible. Et donc, ouais, j'ai fait une très jolie... En tout cas, ça, je l'ai bien fait. Une belle dépression postpartum. Bien comme il faut. Ça aurait pu être bien pire. Il y a des femmes qui le vivent vraiment beaucoup moins bien. Il faut pas se dire que ça peut être bien pire. Toi, Non, t'as non, bien traversé sûr. ça et Non, t'as mais eu... c'est dans quel que soit le degré de cette dépression postpartum, elle est terrible à traverser parce que je pense qu'on la traverse aussi en fonction de ce qu'on a vécu et des ressources qu'on a ou qu'on n'a pas. Par chance, j'ai eu un entourage très bienveillant, très 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 peu de jugement sur le fait que j'ai pas repris le travail tout de suite parce que les professionnels ont estimé que c'était pas le bon moment. Bah, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que dans ton malheur, t'as quand même eu un accompagnement médical très bienveillant, très à l'écoute. Parce que moi, j'étais prête à reprendre le travail. Moi, je voulais retourner au boulot. Mais je me suis aussi rendu vite compte que si j'avais autant envie de retourner au boulot, c'était pour fuir tout ça. Pour oublier. Pas fuir mon fils. Non. Mais pouvoir arrêter d'être cette Charlène-là. D'être la Charlène compétente quelque part. Qui aime son travail, parce que c'est mon cas. Avoir une valeur quelque part. Et pas juste avoir cette impression d'avoir fait un enfant. Et limite, c'est moi qui n'en étais pas forcément digne. Je sais pas trop comment expliquer. Mais dans le plus bas des moments, je me disais, je ferais mieux de partir. Pas de mourir, hein. Je parle pas du tout de ça. Je parle vraiment de les laisser tous les deux. Qui sont vraiment mieux sans moi. Tu te sentais inutile un peu. Plus qu'inutile, je me disais qu'ils méritaient mieux, tous les deux. Mais sur le moment, je me sentais juste tellement vide. L'impression d'être un peu le fardeau. Alors que j'essayais de pas le faire transparaître à la maison. Ce qui est une illusion quand même, parce que forcément... Même quand tu dis rien, ça exprime quelque chose. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que de tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, tu fais beaucoup passer ton bébé et ton conjoint avant toi et les autres. Et du coup, tu cherches à ce que tout le monde aille bien autour de toi et ça a été plus dur pour toi de te recentrer sur toi, en fait. Mais en fait, je pense que c'est ça vraiment qui remet un peu parfois les pendules à l'heure quand tu fais un enfant. J'ai toujours été à me sentir bien quand les gens se sentaient bien. On peut penser que c'est quelque chose de très altruiste et c'est très gentil. Oh là là, c'est très personnel et c'est très, comment dire, nécessaire pour moi. C'est très gentil pour les autres, effectivement. Il y a des personnalités qui sont différentes, qui sont bien plus compliquées probablement pour les autres. Mais c'est aussi un moyen pour moi de me sentir bien et de me valoriser moi, c'est inconscient. Mais prioriser l'autre, c'est aussi faire en sorte de surtout pas s'occuper de soi. Ça peut paraître altruiste et en fait c'est aussi un petit peu en réponse à tes propres traumas à toi, en fait. Bien sûr. Tes propres... Bien sûr. Donc très consciente de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui t'arrives à plus te recentrer sur toi ? Oui, j'arrive à plus me recentrer sur moi. A été très salvateur le suivi psychologique. Et ça, c'est ma psychologue qui le dirait, mais je l'ai pris, ce temps-là. J'ai continué à venir à ces séances. J'ai accepté de suivre. Ah bah, t'as fait tout un travail qui est complètement louable, qui a pas été facile, qui est pas facile et... Non, c'est clair que mais t'as eu le courage de le faire, en fait. Et ça, tu peux être fière de toi, en fait. Ouais, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose où non seulement je peux pas m'en vouloir, mais je suis contente de l'avoir fait. En voulant aider mon fils et mon conjoint, je me suis aidée. Je me suis tenue par la main. Et si on parle de cette petite fille dont on parlait tout à l'heure, j'ai été la chercher par la main, cette petite fille, et mon envie, c'était de lui faire un gros câlin. Ça s'est arrivé après des séances et des séances avec la psychologue, mais ok, t'as le droit aussi de prendre un peu soin de toi, là. Et en fait, t'as plus le choix. Et c'est là où le fait d'avoir un bébé, tu peux plus juste te cacher derrière non, mais moi, j'aime que les gens soient bien. Non, qu'est-ce que ça cache derrière ? Parce qu'en fait, là, c'est plus juste les gens. C'est ton enfant. Et tes amis, ta famille ne comptent pas sur toi de la même manière, ne sont pas aussi dépendants. Parce qu'en fait, au début, on disait, oui, tu verras, ce qui peut être dur, c'est que l'enfant, il est très dépendant, ça me dérangeait pas plus que ça en soi, quoi. Mais en fait, c'est une autre dépendance. C'est clairement, il survit. Grâce à toi. Grâce à toi et ton conjoint, ton bien partenaire, sûr. Homme ou femme. Je sais pas combien de temps j'ai mis à vraiment sentir que je pense que je me suis un peu sortie de cette situation tout petit, vraiment au fil de l'eau pendant des semaines, des mois, des années. Et est arrivé un drame familial où j'ai perdu une personne de ma famille, où j'ai dû être en soutien à la fille de cette personne qui est décédée, qui fait partie de mes très 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 proches de ma famille. Et ça m'a sorti de ce truc-là.
un peu de torpeur personnelle, de devoir m'occuper de quelqu'un d'autre d'adulte. Je sais pas pourquoi ça fait une différence, mais ça en a fait une. Bah, tu t'es sentie un peu investie d'un rôle et t'avais... Mais en soi, en tant que maman aussi. Oui, mais celui-là, t'as plus Mais en fait, celui-là m'a permis de... marqué. Alors, je pense que la grosse différence, c'est que celui-là m'a permis de remobiliser des ressources de moi. La personne que j'ai perdue pendant un moment, là, c'était très long. Et du coup, j'ai été utile. Je me suis rendu compte que j'avais encore des capacités qui n'étaient inhérentes qu'à moi, et non pas à mon rôle de maman, Bien sûr. non pas à mon rôle de conjointe. Et en fait, ça m'a sorti de quelque chose. Et il y a quelque chose qui s'est un peu plus amorcé à ce moment-là, qui a sorti un peu de cet état. Puis mine de rien, avec la dépression, ça isole beaucoup, mais on s'en rend pas compte. On voit moins de gens. Et même pas consciemment. Et en fait, oui, je travaillais pas, mais je crois que sur 7h30 où mon conjoint travaillait, j'en dormais 5. Je dormais très mal la nuit parce que mon fils se réveillait plein de fois pour la nuit, mais comme mon conjoint travaillait, c'est moi qui me levais. Je voulais pas qu'en plus de son boulot, des fois il embauchait très tôt le matin ou il finissait le soir assez tard. Et donc du coup je dormais beaucoup. Je pense que c'est un symptôme assez récurrent de dormir. Je pleurais pas beaucoup, à part au début. J'ai peut-être pas pleuré assez même pendant un long moment. J'ai été dans un déni aussi, de pas pouvoir nommer ce qui m'arrivait. Pour moi, c'était pas possible, en fait. Avec mon tempérament de « Oh, on verra bien. » Ça n'arrive qu'aux autres. Ah, puis alors, vraiment, quand t'as déjà vécu quelques épreuves, machin, et que c'est pas quelque chose qui t'a frappé, que t'es pas anxieux, t'es pas angoissé, t'as jamais eu de versant dépressif, je m'attendais vraiment pas. En fait, peut-être aussi, entre guillemets, toi, t'es dans le monde du médical, tu connais un peu tout ça, donc de se dire non, c'est pas possible, non, pas moi, quoi. Ouais, alors ça, il y a eu de ça, évidemment, hein. Notamment, autant quand j'ai été médicalisée pendant ma grossesse, c'est des soins généraux, autant là, ça vient toucher à ma branche, et c'est sûr que ça, c'est pas facile. On est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, oui, à 100%. Je l'ai fait quand même, et j'ai décidé d'être suivie dans une autre ville que ma ville, pour être sûre de pas avoir de contact avec quelqu'un des gens que tu de connais. mon milieu. Donc ça, c'était un choix que je regrette absolument pas. Donc les premiers mois ont été difficiles. Ce qui me manquait, c'était vraiment le côté... Enfin, au début, le côté social ne me manquait pas du tout. En fait, je me rendais même pas compte. C'est comme si ça n'existait plus, en fait. Vraiment, voilà. Et puis, à un moment donné, suite à la grossesse, une grosse prise de poids aussi, où j'ai perdu très vite. Et en fait, avec la dépression, j'ai repris très vite tout le poids perdu. Et j'ai fait beaucoup de sport avant, et en fait j'avais besoin de faire du sport. Sauf que j'en avais ni l'énergie, ni l'envie. Et puis après le décès dans ma famille, où je m'étais déjà dit, allez, c'était juste avant. Juste avant, Juste avant, on avait appris la maladie de la personne de ma famille. Et après ça, je me dis, allez, je vais essayer, je suis pas sûre que c'est un lien, hein, mais en tout cas dans cette même période, je me dis, je vais faire un cours d'essai. Je vais voir, j'y suis allée accompagner avec une amie, puis avec ma cousine, voilà, ça a été un moment... Et en fait, c'est retrouver une petite vie sociale. Et c'est un endroit où je vais à peu près toujours à la même heure, toujours à peu près avec les mêmes personnes, donc les mêmes têtes. Ça fait 1 an. Ça m'a redonné goût et envie d'être au contact de gens, et juste de me retrouver, en fait, de me reconnecter vraiment. Je pense que la fin de la reconnexion avec moi, c'est via ça. Via ce petit espace où je suis juste moi. On me connaît pas, tout court. Je veux dire, on me connaît pas parce que je suis on me connaît pas. On connaît chacun nos prénoms. Au fur et à mesure, on discute un peu, on tisse quelques amitiés. Et aujourd'hui, il y a des gens vraiment que j'apprécie énormément dans cette salle de sport. Et tu reprends le goût, en fait, et tu te retrouves aussi. Aujourd'hui, donc après longtemps, puisque mon fils va bientôt avoir 3 ans, je retrouve la réelle envie d'aller travailler, mais pour les bonnes raisons. Pour finir de me retrouver, en fait. Oui. Parce que côté maman, ça va mieux. Côté femme, ça va mieux. Mais mon travail n'est pas un travail que je subis. J'ai vraiment cette chance-là. Je sais que c'est vraiment pas la chance de tout le monde. J'ai un travail où quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Et ça, c'est une chance incroyable. Et c'est ce qui fait que ça va, j'espère en tout cas, pas être trop difficile de reprendre le train en marche 3 ans plus tard, du coup. Je regrette pas du tout d'avoir pris le temps que j'ai pris. Je regrette pas les mois qui me restent encore à avoir avant de reprendre le travail, mais je serais contente de retourner au travail et de retrouver cette dynamique-là et d'être autre chose. Parce que là, aujourd'hui, tout ce que je vis, c'est Charlène maman derrière. Mais je pense que ce qui est beau, c'est que t'as le bon cheminement, en fait. Et je pense que les choses arrivent au
au moment où t'es prête à les accueillir, tu fais pas trop vite et tu prends le temps. Mais parce que j'ai cette chance, en fait, parce que j'ai cette chance-là aussi. Oui. Il y a des femmes qui n'auraient pas eu. Complètement. J'ai eu des conditions de travail. Alors, j'ai choisi plus ou moins consciemment quand j'étais plus jeune un travail qui fait que j'ai de la sécurité autour. On est sur le domaine de la fonction publique, même si évidemment tout se casse la figure, etc., qu'il y a des conditions qui sont beaucoup moins bien qu'avant, on a cette protection-là. J'ai eu aussi une reconnaissance médicale de ce qui m'arrivait, ce qui m'a permis de profiter de ces 3 ans pour accompagner mon fils, pour m'accompagner moi. Guérir. Sans stress financier. Alors, sans stress ajouté, voilà. Oui. Le stress était déjà là, mais effectivement, pas de me dire je vais mettre la famille en faillite, je vais perdre mon boulot. Non, voilà. C'est vrai que ça, c'est vraiment une grande chance dans tout ce qui m'arrive. Ça, c'est... En fait, ça t'a permis de vraiment te concentrer sur ce que t'avais besoin, c'est-à-dire ta guérison, sans avoir des parasites de stress. Je me suis pas effectivement sentie oppressée. À part par mes propres dictats, en fait. Moi, je voulais retourner au travail. Moi, je voulais être performante. Moi, je voulais ne pas être cette maman qui reste à la maison. Moi. En fait, j'étais la seule à me taper dessus. J'étais la seule à me... Et est-ce que c'est pas ça le plus dur au final? Bien sûr. Et c'est surtout le plus ingrat. Parce que tu vis tout le temps avec toi. Il y a quelqu'un qui te fait des reproches, tu le vois plus, tant pis, tu coupes les ponts. Je peux pas couper les ponts. Enfin, j'ai coupé les ponts avec mon esprit pendant un temps. Il y a eu quand même une période où j'étais plus trop là. Du coup, je me faisais plus trop chier. Je me laissais tranquille. Je pense que vraiment, les choses se reconnectent quand des petits moments de ta vie, des choses toutes bêtes, ça va être des détails où tu te dis « Ah, j'aime bien comment j'ai réagi là. Ah, ce que je viens de conseiller à cette personne, punaise, c'était profond quoi. J'en suis capable encore. Il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure, des choses que t'avais oubliées de ta personnalité. Alors je pourrais prendre le truc à l'inverse. Putain, pendant 3 ans, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, j'étais incapable de réagir, de réfléchir comme ça. Mais en fait, je suis tellement contente de voir une vraie amélioration. Parce que aussi tous ces moments, on dit tu te sens mieux, tu dis ouais, je me sens mieux. En vrai, t'en sais rien. Pour faire plaisir. En vrai, t'en sais rien. En fait, tu sais pas si oui, tu sais pas si non. Je suis encore là, donc c'est que ça va. Tu vois, j'ai pas encore été dans un établissement de santé pour ma survie ou. Donc ça va. Ça dépend quel curseur tu prends, quoi. Aujourd'hui, ça va. Et je le sens dans mes conversations et je suis capable de faire un podcast et de m'exprimer sans. Et je t'aurais pas demandé de participer si ça n'allait pas mieux. Ouais, c'est sûr, mais. Sans m'effondrer, mes larmes, je les ai presque méritées en fait. J'ai le droit. Oui, complètement. De pleurer là. Bah oui. C'est des émotions. T'as été super forte. Je sais pas. J'ai l'impression que en tant que maman, la nature nous impose de l'être un peu, donc on prend. Des fois, on se noie un peu. Mais c'est là où c'est important de faire aussi un peu les choses pour soi. Oui. Et être une maman dévouée et de vouloir faire que le bien pour son bébé, c'est génial. Mais une maman qui va pas bien, c'est difficile de mener ce projet à bien, en tout cas. Et je dis pas que je vais super bien, j'ai les névroses classiques de n'importe quelle femme, de n'importe quelle maman, de n'importe quel être humain sur Terre. Il existe quelqu'un qui n'en a pas. Non, il paraît qu'on est soit névrosé, soit on a une psychose. Je préfère la névrose. Je choisis cet élixir-là. Mais et avec ton fils aujourd'hui, comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, mais dans tout ça, j'ai eu une autre pas malchance, mais c'est que mon fils n'en avait que pour son papa. Jusqu'à encore il y a pas longtemps du tout, une dernière crise entre guillemets il y a 1 ou 2 semaines, donc c'est très très récent, où vraiment comme papa travaillait, que moi j'étais à la maison, alors même s'il allait à la crèche, le parent absent c'était lui, donc je pense que trop de bonheur d'être avec son père et beaucoup de rejet envers moi, et je pense que inconsciemment j'ai dû laisser s'installer ça en me disant il a raison au début. Je comprends, mais bien sûr, rejette-moi, mais c'est évident. Enfin, moi je me rejetterais de ce que je fais. Donc c'est normal que tu le fasses aussi, puisque tu es du moi, en fait. Donc c'est normal. Et je pense que malheureusement, c'est un petit peu enquisté. Et ça met un petit peu de temps à partir. Oui. Voilà. C'est normal, je pense. C'est compliqué, évidemment, de pas culpabiliser là-dessus. Je mentirais si je disais que je suis très, très OK avec ça. C'est pas vrai, et ça fait mal. Surtout quand t'es en voie de guérison et que tu te dis, j'essaye de tout faire. Justement, pour pas impacter, pour pas... oui. Alors évidemment, il y a ce truc de se dire, s'il se permet ça avec moi, c'est qu'il se sent assez en sécurité pour me rejeter et ne pas avoir peur que je parte. Mais dire que c'est une partie de plaisir, ce serait mentir, c'est horrible. C'est pire qu'une douleur physique, vraiment. Je préfère revivre mes contractions d'accouchement que le rejet. Puis surtout qu'en plus, moi, avant d'aller vraiment mieux, je le vivais vraiment comme des blessures, vraiment des vraies blessures. Un peu, ouais.
En fait, s'il y avait cette phrase que je disais souvent, et celle-ci était très vraie, et que j'ai posée assez rapidement, c'était de dire je pense que j'arriverai à me sentir maman quand mon fils me reconnaîtra en tant que maman. C'est vrai que c'est venu valider quelque chose à ce moment-là. J'avais besoin de ça pour me sentir sa maman. Et le fait que ça prenne un peu plus de temps, ou que ce soit pas constant, du moins pas comme moi je le voyais ou l'interprétais. Tous les proches, toutes les personnes qui pouvaient me voir avec mon fils ne voyaient absolument rien de tout ça. C'était probablement une partie qui venait de moi, et une partie de quand on est que tous les trois, notre noyau, il était vraiment avec papa, quoi. Mais comme tu le disais tout à l'heure, papa travaille. Oui. Il est moins là, et peut-être que c'est... En fait, il y a eu peut-être un cumul de choses où c'était aussi sa manière à lui de dire à son papa qu'il avait envie de le voir, parce qu'il le voyait moins. Peut-être. Et aussi, enfin, c'était un cumul de plusieurs choses, en fait. Je pense que c'est un bon mélange de tout ce qui nous arrivait, en fait. J'ai eu beau essayer de cloisonner, de faire en sorte que ça n'arrive qu'à moi. Étant donné que ça m'impactait et qu'on vit dans un foyer à 3, ça a impacté 3 personnes. Quand tu vis dans un coco familial, c'est quand même compliqué de... C'est sûr. Donc tu portes une responsabilité qui est réelle, mais la culpabilité ne devrait pas autant appartenir à la personne qui souffre déjà. Même si, le fait est que c'est ça qui fait que la situation est compliquée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ma relation avec mon fils va beaucoup mieux aussi. Enfin, elle a jamais été mauvaise en soi, c'est juste qu'il y a eu des moments très compliqués. Il dort mieux aussi. C'est pas encore parfait. On n'a pas le modèle, malheureusement, qui dort... Non, mais déjà, le fait que l'enfant dorme mieux, ça change beaucoup de choses dans le quotidien. C'est une certitude. Oui. Le fait de le faire garder une fois de temps en temps, ça fait du bien. C'est perturbant de devenir parent. Oui. Enrichissant. Pour ma part, ça a été encore plus enrichissant puisque, avec la psychothérapie, tu découvres plein de choses, tu fais beaucoup de liens et t'avances sur, en fait, des problématiques que t'as laissées en suspens ou que t'as même pas du tout eu en tête que tu pendant pensais des pas années. Avoir, ouais. Et donc, en fait, pour moi, ça a été très, 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 très riche d'avoir un enfant, finalement. Contrairement au vide que ça m'avait fait au tout début. J'avais eu je disais souvent ça aussi, que j'avais l'impression, en fait, juste d'être déconnectée, et qu'un jour, je vais me reconnecter, et en fait, c'est comme si j'avais l'espoir de récupérer tout le avant. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça quand même. En fait, il n'y a pas eu du rien entre le moment où j'ai commencé à pas aller bien pendant ma grossesse et le moment où je me suis sentie mieux après ma grossesse. Il n'y a pas rien eu. Donc tout ça, on s'y reconnecte un petit peu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont restés encore de côté, qui sont pas encore tout à fait prêts à repopper dans mon esprit. Je pense qu'on a fait du gros travail, là. Ça y est. On a fait c'est évident, hein. On a fait un gros boulot. C'est évident. Et je pense que les bonnes bases sont posées pour de nouveau reprendre une vie un peu plus normale. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, que tu aurais oublié? Quand des amis vous questionnent sur qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants vraiment, quel est votre ressenti, ne mentez pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ces phrases de quand on va te le poser sur toi, tu oublieras tout. Et tu tomberas amoureuse tout de suite de ton enfant. Tant mieux si ça arrive. Mais c'est pas comme ça que ça se passe forcément. C'est possible que ça n'arrive pas. Et c'est vraiment des phrases qui nous gangrènent la tête. Et on se trouve anormal et une mauvaise mère quand c'est pas ce qu'on ressent. Et pour avoir discuté avec les mamans de mon entourage, je crois que, à part peut-être une ou deux mamans, tout le monde m'a dit « Je n'ai pas ressenti ça. » Je l'ai pas eu moi non plus. Parce que la fatigue, parce que en fait... T'es dans un état second à ce moment-là en fait. Et puis, c'est pas magique. Oui. Évidemment, il y en a qui ressentent ça tout de suite, c'est génial. Et puis ne pas l'avoir, ça ne veut pas dire. Mais étonnamment, c'est pas la norme. Non. En fait, c'est pas ça qui statistiquement arrive le plus souvent. Oui, puis ça veut pas dire que t'aimes pas ton enfant, que t'auras pas une relation fusionnelle après, que ça veut rien dire en fait. Et au sujet de la dépression postpartum, la psychologue de la maternité m'a quand même signifié que c'était 20% des mamans. C'est énorme. Et que c'était aussi un pourcentage des papas. Oui. Ça ne touche pas que les mamans. J'en discute des fois, j'en discute pas beaucoup autour de moi. J'avoue que c'est un sujet que j'ai un petit peu encore du mal à aborder. Je l'ai abordé avec 2-3 personnes, et notamment une personne qui m'a dit finalement, je pense que c'est ce que j'ai fait. On n'a jamais posé le diagnostic. J'avais l'impression d'être seule au monde, que ça arrivait à personne. Qu'en fait, avoir un bébé, c'était on te le pose sur toi, t'es trop heureuse, et c'est génial, et machin. Surtout quand t'as désiré d'avoir ton enfant. Oui. Surtout quand t'avais vraiment le désir d'avoir l'enfant. C'est double peine, quoi. Et en parlant des papas, est-ce que toi, tu penses que ton conjoint, il aurait eu besoin de ce suivi aussi, du coup ? Peut-être pas le même,
parce que j'ai une histoire avec ma propre enfance qui m'est propre. Oui, mais par rapport à ce qui s'est passé, oui. et d'être accompagnée, quoi. Oui, je pense que oui, mais ne serait-ce que je pense que quand tu as un conjoint qui traverse une passe très difficile, ça ne peut que de faire du bien à l'autre. C'est ça, juste d'avoir un sas. Parce que je pense que quand t'as quelqu'un qui va pas très bien dans ton foyer, évidemment, tu veux pas lui en rajouter. Des fois, tu sais pas comment faire. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et puis toi, t'as pas les clés. Et puis ça te fait à toi ressentir des choses. Tu vois la personne que t'aimes qui va pas bien. Oui, je pense évidemment que ça aurait pu être très positif et que ça aurait pu aider. Lui. Je sais pas si c'est proposé. Que c'est vrai que les mamans, on leur propose dans le suivi avec les sages-femmes et tout ça, mais les papas, je suis pas sûre. Non, par contre, moi, on m'avait proposé qu'ils viennent avec moi. Que ce soit la psychologue ou la psychiatre, de dire, dites à votre conjoint de venir avec vous à un rendez-vous. Ça n'engage évidemment à rien du tout, et c'est vraiment... Après, c'était aussi dans une démarche d'avoir un visuel sur qui m'accompagnait au quotidien pour mieux m'accompagner dans mes séances. Le fait est que mon conjoint, à ce moment-là, lui, a pas du tout été ouvert à ça. Elle n'a pas voulu. Je pense que c'était plutôt Je pense que malheureusement, beaucoup d'hommes de nos générations et des générations d'avant, c'est compliqué les prises en charge psychologiques. On les élève en leur disant qu'ils doivent être forts, que la gestion des émotions. Voilà, un garçon c'est fort, on pleure pas comme une fille. Et donc en fait, même malheureusement à l'âge adulte, ça laisse beaucoup de traces. Complètement. Tant à espérer qu'on fasse autrement avec nos générations futures, mais c'est vraiment pas les aider malheureusement que de leur dire tes émotions, tu les prends puis tu les fous sous le tapis. Et je pense que oui, beaucoup d'hommes... En fait, c'est même pas nécessiterait, mais mériterait. C'est une chance d'avoir un espace où tu peux juste déverser, quoi. Complètement. Et pas tout mettre soit sur les épaules de ta famille ou de tes amis, et même des fois, dans certains cas, ils en parlent à personne, parce que on parle pas de ce genre de trucs, nous, entre mecs. Et oui, bien sûr, mais lui, comme n'importe quel papa... où ça a été un petit peu compliqué, mais ne serait-ce que la privation de sommeil pendant plusieurs semaines nécessiterait une psychothérapie pendant 8 ans. Et si je devais dire un seul truc, si je devais avoir un souhait, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que la dépression postpartum arrête d'être un gros mot. Et que les femmes arrêtent d'avoir honte de ça. Que quand les hommes se sentent mal, qu'ils puissent en parler, puisque peut-être que eux aussi sont touchés par ça. Et en fait, qu'on se rende compte que c'est une maladie. Et pour moi, en fait, je crois que, pourtant je travaillais dans le milieu, c'était pas concret. Ouais. Tu vois, t'avais la déprime. Mais la dépression, c'est quelque chose d'une chimie au niveau de ton cerveau qui est modifié. Tu n'y peux rien. Il y a des solutions. Se laisser couler, c'est... C'est pour ça que ton témoignage, il est super important. Non, il faut... Il n'y a pas de il faut. Chacun fait comme il peut, bien sûr. C'est pas il faut. Mais moi, si j'avais un souhait, c'est que ce soit démocratisé, mais au sens large. Au sens large. Je trouve qu'on est trop méprisant envers les atteintes psychologiques et psychiatriques. Mais ça, général, de manière générale. En général. Et en fait, on met tellement sur le dos des mamans. Physiquement, tu vas bien, ton bébé va bien, donc c'est bon. Mais on m'a beaucoup dit ça pendant ma grossesse. On m'a beaucoup dit... de toute façon, le plus important, c'est que bébé aille bien. Donc oui, tu restes là-dessus. Et en fait, t'oublies que c'est pas juste ça, qu'en fait, à la fin, le bébé il va avoir une maman. Mais en fait, la maman, si t'en prends pas un minimum soin pendant ta grossesse, elle est pas dispo, en fait, quand bébé il arrive. Et en fait, si tu veux vraiment le meilleur pour bébé, il faut que t'ailles bien. Oui. Ou du moins que t'essayes. Complètement. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour terminer. Je pense que c'est bien. Et du coup, on va passer à la dernière partie où j'ai les petites questions mystères qui seront le petit rituel du podcast. Alors, la première question, c'est dans ta valise de maternité. C'était quoi l'objet indispensable, celui que tu regrettes pas d'avoir emporté, et à l'inverse, le truc complètement inutile que t'as trimballé pour rien? Mon chargeur de téléphone portable. C'est une catastrophe de dire ça. Mais c'est terrible. Mais en même temps, c'était ton seul lien vers l'extérieur, sachant que t'avais pas de visite. C'était ma seule possibilité d'avoir un peu ma maman, d'avoir un peu ma meilleure amie. C'est compréhensible. De partager. Trucs tout bêtes. Je sais ce que je n'avais pas dans ma valise. Des tétines pour mon petit, en me disant j'aimerais qu'il en ait pas. Dès le lendemain, SOS. Ma meilleure amie, s'il te plaît, peux-tu me trouver des tétines? Merci beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai pris qui était inutile? Je crois que j'avais pris que ce qui était sur leur liste. Qu'est-ce que j'ai pas du tout utilisé?
S'il y a rien qui Pas vient, grand-chose. c'est pas grave. Honnêtement, Hein. pas. Si, après, si, j'avais pris des espèces de slips pour ensuite les saignements, etc. Mais en fait, comme ils fournissaient des choses, voilà, je m'en suis pas trop servie, mais non, sinon pas grand-chose. Ok. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une phrase qu'on t'a dit, qu'on t'a répétée ou qui t'a marqué pendant cette période? Une phrase qui reste même longtemps après. Je pense ce qui a été le plus marquant dans ma prise en charge avec la psychologue de la maternité, ça a été vraiment de me retourner vers moi petite. Ça, c'est ce qui m'a marqué. Si j'avais envie de venir en aide à cette petite fille, c'est que j'avais l'espace pour venir en aide à mon petit garçon. C'est beau. N'ayez pas peur de nommer ce qui va pas. Oui. Voilà, ce sera ma phrase de fin. Merci. De rien. Merci d'avoir eu le courage de nous raconter comment s'est passé ton accouchement et la suite. Mais non, mais merci à toi de faire ce genre de format. Je pense que c'est très important. Ça peut aider beaucoup de gens. C'est le but. Donc même si ça aide une personne, ce sera trop cool. Bah oui. Merci encore 1000 fois, Charlène, d'être venue mettre tes mots sur ton expérience d'accouchement et de parentalité. Merci d'avoir eu la force de venir parler d'un sujet si important que la dépression postpartum. Je sais que ça n'a pas été facile, je sais aussi que tu l'as fait pour transmettre et aider. Je te souhaite le meilleur et je sais déjà que tu es sur la voie de la guérison et que ton fils a de la chance de t'avoir. C'est la fin de ce sacré moment, merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et aussi un petit commentaire. Je serai trop contente de prolonger la discussion avec vous et de savoir que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, @sacréaccouchement, et à partager cet épisode autour de vous pour faire grandir cette douce communauté. Je vous dis à bientôt sur Sacré Accouchement.